faut que je vous raconte un truc. Aujourd'hui, je me lève avec la folle envie de vous partager tous mes tips infaillibles en matière de crypto-monnaie. J'arrive donc à l'agence, j'installe mes affaires, je demande à Arthur de me faire couler un café. Oui, ça y est, ils ont enfin embauché un stagiaire. Je m'assieds devant mon Mac et Jujule, toujours notre DA, débarque dans notre bureau chaussé de Nike flambant neuve. Il a craqué pour une paire d'Air Max 97, modèle fraîchement réédité qu'il ne pouvait bien sûr pas rater. Ah oui, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Jujule est un sneakers addict. Il n'en possède pas moins de 59 paires, ce qui fait 118 chaussures de taille 43. Imaginez le stockage. 85% d'entre elles sont siglées de la célèbre virgule et elles sont toutes répertoriées dans un tableau Excel. Non, Jujule n'est pas psychorigide, c'est juste un collectionneur organisé. Passionné par son métier autant que par les tennis et particulièrement les Nike, il profite du focus sur son acquisition pour placer une anecdote logo dans la conversation et enrichir au passage notre culture générale. C'est ainsi que j'apprends que la virgule la plus célèbre du monde a été pensée et designée en 1971 par Caroline Davidson, étudiante à l'époque. Cette création lui a été payée 35 $. Non, je n'ai pas oublié de zéro, vous avez bien compris, 35 $. Décelant la surprise dans mon regard, je dois décidément mieux travailler ma poker face, il en déduit un intérêt de ma part pour le sujet et s'enflamme alors sur une histoire complète du logo. Histoire qui commence donc par sa naissance à l'Antiquité et qui n'annonce rien de bon en ce qui concerne l'écriture de mon billet. Toujours est-il que Jujule m'explique que la création du logo est souvent attribuée aux Égyptiens. On le retrouve un peu plus tard sous d'autres formes dans l'imagerie mythologique en Grèce sur les vases et objets religieux, et plus largement dans les icônes religieuses, notamment chez les orthodoxes. Je vois l'heure tourner et ma chronique sur la monnaie numérique bloquée au point mort lorsqu'il fait un bond de près de 2500 ans et plus ou moins autant de kilomètres qui me redonne un peu d'espoir. Il passe donc en une phrase de l'Antiquité à l'année très précise de 1389 en Angleterre. Pourquoi 1389 et pourquoi l'Angleterre, me direz-vous? Pour la santé et la bière évidemment. Il se trouve qu'à cette époque, tout le monde n'avait pas accès à l'eau potable. Du coup, pour permettre aux gens de reconnaître plus facilement les endroits où ils pouvaient se désaltérer sans risque, le roi Richard II ordonne de différencier les lieux où l'on pouvait boire de la bière, qui était donc plus sûre que l'eau pour s'hydrater. Et c'est ainsi que les enseignes ornées d'illustrations de chopes ou de fleurs de houblon se mettent à bourgeonner sur les pubs de tout le pays. Je note à voix haute que maintenant que l'on sait qu'au XIVe siècle, le roi encourageait ses sujets à boire de la bière pour pallier au manque d'eau potable, on ne pourra plus s'étonner de la descente impressionnante du peuple anglais pour qui la bière accompagne la soif aussi naturellement que chez nous, le vin accompagne les repas. Il n'en fallait pas plus pour relancer Jujule. Je n'apprendrai donc jamais de mes erreurs et s'il continue, la crypto-monnaie sera complètement dévaluée avant que je n'ai eu le temps de vous en parler. Ignorant complètement la détresse de vos comptes en banque, il continue en 1440 avec Gutenberg qui démocratise l'imprimerie et qui pousse les imprimeurs à apposer un symbole en filigrane directement sur le papier pour se différencier. Arrive enfin 1886 où le logo devient objet de communication avec notamment la création de celui de Coca-Cola dont on conserve la police de caractère encore aujourd'hui. Mais le premier véritable logo de l'ère moderne est créé lui aux alentours de 1900 par Shell, l'exploitant pétrolier, avec son iconique coquillage qui a évolué jusqu'en 1999 pour devenir celui que l'on connaît aujourd'hui. Enfin, conclut-il, un enfin qui sonne pour moi comme une libération, malheureusement trop tardive pour me laisser vous divulguer tous les secrets de la crypto-monnaie, c'est Pierre de Coubertin qui, en dessinant celui des Jeux Olympiques en 1914, amène le logo vers une fonction fédératrice de culture plus que de marketing. Je regarde l'heure, je n'ai malheureusement plus le temps de vous partager mes tips incroyables sur le cyberargent, mais faute d'avoir contribué à l'augmentation de votre pouvoir d'achat, je suis fière d'avoir ajouté ma pierre à l'édifice de votre richesse culturelle, puisque vous en savez désormais un peu plus sur l'histoire du logo, petit étendard qui a évolué au fil des époques et de leurs préoccupations pour faire partie intégrante du paysage visuel d'aujourd'hui.